Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, tenue ce 2 mars 2026 à 19 heures, en conformité avec la loi sur les cités et villes pour la province de Québec. Sont présents M. le maire Mathieu Roberge ainsi que les membres du Conseil des districts numéro 1, M. Jérémy Ouellet-Rousseau. Présent. District 2, M. Éric Gadoury. Présent. District 3, M. Marc-Antoine Gagnon. Bonsoir. District 4, M. Milo. Bonsoir. District 6, M. Martin Chabot. Bonsoir. Tous membres du Conseil et formant quorum sous la présidence de M. Mathieu Roberge, maire, le directeur général adjoint Martin Carreau, ainsi que l'assistante greffière Mme Côté, ainsi que M. Bérubé, le directeur de l'urbanisme, sont également présents. Point 2. Adoption de l'ordre du jour. Veuillez noter que le point 5.1 est reporté à la séance ultérieure. M. Milo. Donc, avec ce point reporté, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que présenté, moins le point 5.1. On passe au vote. M. Ouellet-Rousseau. Oui. M. Gadoury. Oui. M. Gagnon. Oui. M. Chabot. Oui. Adopté. Adoption du procès-verbal. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2026. M. Milo. Donc, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 2 février 2026 comme il a été déposé. On passe au vote. M. Ouellet-Rousseau. Oui. M. Gadoury. Oui. M. Gagnon. Oui. M. Chabot. Oui. Adopté. Administration générale. 4.1. Dépôt du procès-verbal de correction, résolution numéro 085-2026. Madame Côté. Oui, conformément à l'article 92.1 de la loi sur les cités et villes, je dépose un procès-verbal de correction indiquant que j'ai corrigé le numéro de compte de Grand Livre associé au poste budgétaire gestion soccer, indiqué entre parenthèses. On aurait dû lire 02 701 52 449 dans la résolution numéro 085-2026. Merci. 4.2. Nomination d'un maire suppléant. Monsieur Gagnon. Oui, attendu que l'article 56 de la loi sur les cités et villes stipule que le Conseil désigne, pour la période qu'il détermine, un conseiller comme maire suppléant. Je propose que ce conseil nomme M. David Milo, conseiller du district numéro 4, pour agir à titre de maire suppléant pour une période de 4 mois, débutant le 13 avril 2026 et se terminant le 12 août 2026. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadoury. Oui. District 3, M. Gagnon. District 4, M. Milo. Ben, si je peux voter, oui. District 6, M. Chabot. Oui. Adopté. Merci. 4.3. Nomination au conseil d'administration locale de la station touristique de Duchesnay. M. Milo. Donc, attendu que M. Pierre Dolbec a été désigné le 14 octobre 2014 par la résolution numéro 514-2014 comme représentant de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier au conseil d'administration locale de la station touristique du Chêné, en remplaçant de M. Marcel Grenier. Attendu que des élections générales ont eu lieu le 2 novembre 2025, attendu qu'il y a lieu de nommer un nouveau représentant de la ville, je propose que ce conseil nomme M. Mathieu Roberge, maire, comme représentant de la ville au conseil d'administration locale de la station touristique du Chêné, et d'abroger les résolutions numéro 87-2000 et 514-2014. On vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadoury. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est adopté. 4.4. Dépôt du rapport de transfert budgétaire. M. Carreau. Alors, en vertu de l'article 24 du règlement numéro 1468-2018 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, je dépose le rapport de transfert budgétaire réalisé dans le cadre de la délégation de pouvoir pour la période du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025, préparé par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe. 4.5. Dépôt du rapport d'activité de la trésorière. M. Carreau. Conformément à l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je dépose un rapport rédigé par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe. Le dit rapport comprend les activités de la trésorière effectuées en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'exercice financier 2025. 4.6. Adoption du règlement numéro
1707-2026, modifiant le règlement numéro 1676-2024 sur la régie interne des séances du conseil municipal. Monsieur, on va passer au résumé par Mme Côté. Merci. Oui, l'adoption du règlement 1707-2026 vise entre autres à modifier le modèle de l'ordre du jour afin d'ajouter une période de questions en début de séance et d'enlever l'actuel point 8 intitulé Santé bien-être. Il ajoute également certaines précisions aux articles concernant la participation en vidéoconférence, à la participation du public et aux consultations. Aucune modification n'a été apportée entre le projet de règlement déposé à la séance du 2 février dernier et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. Il entrera en vigueur à la suite de son adoption par le Conseil et de la publication d'un avis de promulgation dans les prochains jours. On va passer à la lecture de la résolution. Monsieur Milot. Donc, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 2 février 2026, attendu que le projet de règlement numéro APR 418-2026 a été déposé lors de cette même séance, attendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement, attendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et les villes ont été respectées, je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1707-2026, modifiant le règlement numéro 1676-2024 sur la régie interne des séances du Conseil municipal. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est adopté. 4.7. Adoption du règlement numéro 1708-2026, modifiant le règlement numéro 1704-2026, décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents services municipaux afin de corriger l'article 9.1. Madame Côté, résumé. L'adoption du règlement numéro 1708-2026 vise à corriger une erreur d'inscription d'un numéro de règlement au tableau de l'article 9.1 concernant la taxe de secteur. Aucune modification n'a été apportée entre le projet de règlement adopté le 2 février dernier et celui soumis pour adoption à la séance de ce soir. Il entrera en vigueur à la suite de son adoption par le Conseil et de la publication d'un avis de promulgation dans les prochains jours. On va passer à la lecture de la résolution. M. Gagnon. Oui, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 2 février 2026. Attendu que le projet de règlement numéro APR-419-2026 a été déposé lors de cette même séance. Entendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet et le présent règlement. Entendu que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été respectées. Je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1708-2026, modifiant le règlement numéro 1704-2026, décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents services municipaux afin de corriger l'article 9.1. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement APR-422-2026, modifiant le règlement numéro 1704-2026 afin d'actualiser les tarifs relatifs à l'accès aux documents de l'annexe A et de la section de l'annexe E concernant les animaux. M. Gagnon. Oui, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement modifiant le règlement numéro 1704-2026 afin d'actualiser les tarifs relatifs à l'accès aux documents de l'annexe A et la section de l'annexe E concernant les animaux. De plus, je dépose le règlement APR-422-2026. 4.9. Ressources humaines. Conditions de travail. M. Gagnon. Oui, attendu que la Ville offre aux employés admissibles un régime enregistré d'épargne retraite collectif à l'industrie d'alliance dans lequel l'employeur et l'employé versent une contribution égale, conformément au contrat de travail et aux conditions en vigueur. Entendu que l'ajout du compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le CELIAP, à l'offre de produits dans le régime d'épargne collectif a été autorisé par la résolution 302-2025. Entendu que le CELIAP constitue un véhicule d'épargne reconnu par les autorités fiscales et offre une option avantageuse pour les employés concernés. Entendu que la Ville souhaite accompagner ses employés à différentes étapes de leur vie personnelle et professionnelle, notamment lors de l'acquisition d'une première propriété.
Entendu qu'il y a lieu d'offrir une flexibilité quant aux véhicules d'épargne utilisés pour la contribution de l'employé, sans coût additionnel pour la Ville. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 18 février 2026. Je propose que la Ville autorise le versement de la contribution de l'employé normalement versée dans le régime enregistré d'épargne retraite, le REER collectif, puisse, à la demande écrite d'un employé admissible et conformément aux dispositions fiscales applicables, être versé dans le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une propriété collectif de l'Industrie et l'Alliance. Et finalement, que Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, soit autorisée à mettre en application la présente décision et en assurer le suivi administratif. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est adopté. 4.11. Demande des pompiers, congés parentaux. Excusez-moi. M. Gagnon. Excusez-moi, on a sauté un point. 4.10. Oui, effectivement. Administration, mouvement de personnel. M. Gagnon. Oui, attendu la vacance au poste d'adjoint administratif au greffe. Attendu qu'afin d'assurer la continuité et la continuité des services administratifs du greffe, il est nécessaire de pourvoir ce poste. Entendu que le poste d'adjoint administratif au greffe vise à assurer le soutien administratif et procédural nécessaire au bon fonctionnement du service du greffe. Entendu que, conformément aux dispositions prévues au contrat de travail, un processus de recrutement interne a été lancé du 4 au 18 février 2026 pour le ou les postes concernés. Entendu que 2 candidatures ont été reçues et que les candidats ont été rencontrés en entrevue afin d'évaluer leurs compétences et leur aptitude à occuper le poste. Entendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines, en date du 24 février 2026. Je propose d'autoriser l'embauche de Mme Nathalie Berton au poste régulier d'adjointe administrative et au greffe à l'échelon 5 de la grille salariale pour ce poste, à compter du 3 mars 2026, et ce, selon les conditions de travail prévues au contrat d'école blanc, sur un horaire de 36 heures par semaine. L'employé sera soumis à une période de probation de 6 mois. Également, d'autoriser M. Mathieu Roberge-Maire et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'amendement au contrat de travail d'école blanc, conformément aux recommandations du rapport afin d'y intégrer l'employé. Finalement, d'imputer la dépense salariale au poste budgétaire salaire greffe, après un virement du poste budgétaire salaire occasionnel du montant nécessaire mentionné au présent rapport. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est adopté. Donc, retour au point 4.11, demande des pompiers, congés parentaux. M. Gagnon. On avait hâte. Alors, attendu que la convention collective de l'Association des pompiers de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est en vigueur pour les années 2023 à 2027. Entendu qu'une demande a été déposée visant à modifier une clause négociée en cours de la convention. Entendu que toute modification pourrait créer un précédent et entraîner des impacts financiers et organisationnels non prévus. Je propose que le conseil municipal refuse la demande de signature d'une lettre d'entente à la convention collective en vigueur de l'Association des pompiers de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier afin de modifier la clause relative aux congés parentaux des pompiers à temps plein. Également que le conseil municipal confirme son ouverture à analyser cette demande dans le cadre de la prochaine négociation de la convention collective afin qu'elle puisse être étudiée de façon globale, structurée et équitable, en tenant compte des impacts financiers, organisationnels et des autres conditions de travail. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.12. Appui à la Ville de Shannon pour l'élargissement de la route de la Bravoure. M. Chabot. Oui, merci. Alors, entendu la démarche soutenue de la Ville de Shannon auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable visant l'élargissement de la route de la Bravoure afin d'assurer un réseau routier sécuritaire et adapté aux réalités actuelles et futures. Attendu la communication datée du 22 décembre 2025 du ministère des Transports et de la Mobilité durable adressée à la Ville de Shannon concernant la demande d'élargissement de la route de la Bravoure. Attendu que la route de la Bravoure est un axe routier stratégique reliant notamment à la Ville de Shannon et à la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et permet de désenclaver le centre-ville de cette dernière lors d'entraves ou d'urgence sur la route de Fossambeau. Attendu que la population de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier utilise fréquemment la route de la Bravoure et celle-ci joue un rôle essentiel pour la mobilité intermunicipale. Attendu le développement important de la ville limitrophe, notamment Lac-Saint-Joseph, Fossambeau-sur-le-Lac et Pont-Rouge, entraînant une augmentation significative de l'achalandage et des enjeux de sécurité routière. Alors, je propose que ce conseil appuie la Ville de Shannon dans sa démarche adressée au ministère des Transports et de la Mobilité durable visant l'élargissement de la route de la Bravoure.
On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. C'est approuvé. 4.13. Appui de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, projet de parc solaire. M. Chabot. Merci. Alors, entendu qu'Hydro-Québec a lancé en mai 2025 un appel d'offres AO 2025-01 en vue de l'acquisition d'un bloc d'électricité de 300 MW produite à partir d'énergie solaire photovoltaïque. Excusez si je le prononce mal, en tout cas. Voir l'appel d'offres. Attendu qu'afin de répondre aux besoins exprimés par l'appel d'offres Inergex, entendre développer un parc solaire d'une puissance maximale envisagée de 25 MW. La puissance finale du projet sera déterminée exclusivement à la suite des études techniques actuellement en cours, implantées sur le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. Entendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier désire bénéficier de retombées économiques importantes qui pourront notamment être investies dans ces projets régionaux. Attendu que l'article 2.2.3 de l'appel d'offres prévoit que le projet soit appuyé par le milieu local où se situe le projet en tant qu'exigence minimale de l'évaluation de toute soumission dans le cadre de l'appel d'offres. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier constitue un milieu local du fait qu'un parc solaire sera implanté sur son territoire dans le cadre de ce projet. Attendu que des études d'impact environnemental devront également être effectuées afin d'évaluer les conséquences de l'implantation du projet sur l'environnement. Attendu que le règlement municipal devra être amendé afin de permettre cet usage. Attendu que le projet prévoit d'importantes retombées économiques pour la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Entendu que l'électricité produite à partir d'énergie solaire représente une source d'énergie verte et renouvelable. Attendu que les éléments énoncés au présent préambule ont orienté la prise de position de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Entendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 15 janvier 2026, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. Et également que, dans ces circonstances, la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier appuie la présentation du projet de parc solaire d'Inergex à Hydro-Québec. Et également que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'engage à amorcer, suivant les procédures prescrites par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les modifications réglementaires nécessaires pour autoriser l'usage prévu dans la zone concernée, afin de garantir la conformité du site avant la signature du contrat d'approvisionnement en électricité avec Hydro-Québec. Et de plus, que la présente résolution ne constitue en aucun cas une entente exclusivité et n'empêche pas les parties de solliciter, négocier ou conclure des ententes similaires avec d'autres fournisseurs ou partenaires conformément aux principes de libre concurrence d'Hydro-Québec. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. Et District 4, M. Milot. Oui. C'est approuvé. 4.14. Autorisation de signature d'une entente de paiement ferme dans le cadre du projet solaire. M. Chabot. Merci. Entendu qu'Hydro-Québec a lancé un appel d'offres AO 2025-01 en vue de l'acquisition d'un bloc d'électricité de 300 MW produite à partir d'une source solaire, ci-après appelé l'appel d'offres le 6 mai 2025. Attendu qu'afin de répondre aux besoins exprimés par l'appel d'offres d'Inergex, entente développer de concert avec la municipalité régionale de comté de la Jacques-Cartier, ci-après la MRC, et la Nation Vandat, un projet solaire d'une puissance envisagée de 20 MW, représentant 35 hectares de terrain, dont le parc sera implanté sur le territoire de la MRC, ci-après le projet solaire. Et attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a mené des négociations avec Inergex relativement au versement de paiements fermes, soit des paiements calculés en fonction du nombre de mégawatts en courant continu du projet solaire, dans l'éventualité où celui-ci serait retenu dans le cadre de l'appel d'offres. Attendu que la teneur de ces négociations a été confirmée dans l'entente de paiement ferme, se trouvant en annexe A de la présente résolution, ci-après l'entente de paiement ferme. Attendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, avocate et consultante au greffe et aux affaires juridiques en date du 25 février 2026, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et également que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier confirme sa satisfaction à l'égard du contenu de l'entente de paiement ferme. Et finalement,
que la Ville autorise Mathieu Roberge, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer l'entente de paiement ferme et tout document y étant lié. De même qu'accomplir toute formalité en lien avec celle-ci afin de donner effet à la présente résolution. On procède au vote. Monsieur District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. Et District 4, M. Milot. Oui. C'est approuvé. 4.15. Adoption du budget 2026 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. M. Milot. Merci. Attendu la réception du budget 2026 de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf, l'OMHGP. Attendu que, selon le programme des HLM de la Société d'habitation du Québec, la Ville doit couvrir 10 % du déficit d'opération annuel du HLM de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu qu'il est requis que la Ville approuve les prévisions budgétaires 2026 préparées par l'organisme pour la portion relative à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu le rapport de Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 18 février 2026, je propose que le Conseil approuve les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf pour l'immeuble attaché à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier pour l'année financière 2026, qui comporte des revenus de 116 436 $ et des dépenses de 204 952 $, laissant un déficit d'opération de 88 516 $ défrayé à 10 % par la Ville et à 90 % par la Société d'habitation du Québec. De plus, d'imputer le montant de la dépense prévue de 8 852 $ au poste budgétaire déficit HLM. Et il est également résolu que ce Conseil autorise la trésorière à approuver un ajustement pouvant intervenir à ce budget en cours d'année pour la portion relative à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier jusqu'à concurrence de 10 %. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.16. Autorisation de signature d'une servitude exclusive et personnel de passage, droit de premier refus, lot 6 164 031, Sablière-Martel. M. Gagnon. Oui, entendu l'entente pour l'établissement d'une voie de contournement pour la Sablière-Martel intervenue le 19 avril 2007. Entendu que la servitude de passage sur le lot 6 164 031 en résultant n'a pas été enregistrée au registre foncier afin de la rendre opposable aux tiers. Entendu qu'il y a lieu d'autoriser la signature du projet d'acte de servitude exclusive et personnel de passage, droit de premier refus pour le lot 6 164 031. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, avocate et consultante aux affaires juridiques et au greffe, en date du 12 février 2026. Je propose d'autoriser la signature du projet d'acte de servitude exclusive et personnel de passage, droit de premier refus pour le lot 6 164 031, de plus d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire notaire. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 4.17. Autorisation de signature d'une transaction réclamation pour le bris d'une borne fontaine. M. Gagnon. Oui, entendu que le 26 juin 2022, M. Pierre-Olivier Beaumont-Dupré a été impliqué dans un accident au cours duquel son véhicule a heurté la borne fontaine DU-5 appartenant à la Ville. Entendu qu'à la suite de cet accident, la Ville a dû engager diverses dépenses pour remplacer la borne fontaine en contractant avec l'entreprise Realuo Incorporée pour la fourniture d'une nouvelle borne fontaine au coût de 5 585 $ plus taxes, ainsi qu'avec l'entreprise Excavation ETR Incorporée pour les travaux d'excavation et d'installation requis au coût de 13 095 $ plus taxes pour un total de 21 477 $ et 33 sous. Taxes incluses, somme réclamée à M. Beaumont-Dupré le 12 décembre 2022 sans que ce dernier ne procède au paiement. Entendu que malgré une réclamation judiciaire initiale de 27 620 et 43 $ plus les intérêts au taux de 12 %, l'assureur de M. Beaumont-Dupré a offert la somme de 26 942 $ et 86 sous. Entendu que la Ville a formulé une contre-offre visant à ajouter le paiement des intérêts de 12 % et que celle-ci a été acceptée, de sorte que l'offre de transaction s'établit désormais à 28 679 et 12 sous. Entendu que le rapport de Mme Isabelle Bernier, avocate et consultante au service du greffe et d'affaires juridiques, en date du 12 janvier 2026. Je propose d'accepter l'offre de Desjardins au montant de 28 679 $ et 12 sous et d'autoriser M. Martin Carreau, directeur général, à signer la dite transaction.
Finalement, d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, à procéder, le cas échéant, à l'ajustement et au crédit des intérêts excédentaires à la suite de la réception du paiement de la somme de 28 679 et 12 sous, conformément au terme de la transaction. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gagnon. Excusez, M. Gadouri, excusez-moi. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Mais c'est adopté. Merci. 4.18. Autorisation de signature, renouvellement de l'entente avec Dialogue Technologie de la Santé Inc. et nouveau contrat avec Green Shield Santé pour le PAEF. M. Chabot. Merci. Alors, attendu que la Ville offre à ses employés réguliers et pompiers à temps partiel un programme d'aide aux employés et à la famille, PAEF, afin de soutenir leur santé et bien-être. Entendu que le contrat avec Dialogue Technologie de la Santé Incorporée, c'est après Dialogue, est issu depuis décembre 2025. Attendu que le contrat de travail des employés de Col Bleu 2024-2028 stipule à l'article 33 que la Ville offre le service de télémédecine dont la dépense doit être partagée à 50 % entre l'employeur et l'employé et qu'il y a lieu de mettre en place ce service. Attendu que Dialogue a déposé une proposition d'entente de renouvellement du PAEF pour l'année 2026 avec l'option de l'ajout de la télémédecine. Attendu que l'offre de Green Shield Santé, développée en partenariat avec l'UMQ et Mallette, présente des conditions financières avantageuses pour une offre de service complète, incluant l'ajout de la télémédecine. Attendu qu'il est proposé de renouveler l'entente avec Dialogue pour la période de janvier à mai 2026 et de conclure un nouveau contrat avec Green Shield Santé à compter de mai 2026 afin d'assurer une transition harmonieuse. Attendu que le plan de traitement entamé par les employés auprès de Dialogue durant la période de transitoire seront honorés jusqu'à leur complétion. Okay. Attendu que l'entente de ce dialogue respecte les obligations de règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics, mais que Green Shield Santé n'a pas démontré le respect de toutes ces obligations. Attendu le rapport de Mme Andréane Tardy, conseillère en ressources humaines en date du 20 janvier 2026, je propose d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, à signer le renouvellement de l'entente avec Dialogue Technologie de la Santé Incorporée pour la période de janvier à mai 2026 et le nouveau contrat avec Green Shield Santé afin d'offrir, à compter de mai 2026, leur programme d'aide aux employés et à la famille, à tous les employés réguliers ainsi qu'aux pompiers à temps partiel, en plus de la télémédecine aux employés dont le service a été ajouté à leur contrat de travail. Et ce, conditionnellement à l'obtention de la déclaration d'intégrité ainsi que celle de la Charte de la langue française. Et finalement, d'imputer la dépense afférente au poste budgétaire du programme d'aide aux employés ayant 289 pour objet. On procède au vote. District 4, M. Milo. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. Merci, c'est adopté. 4.19. Octroi de mandat de service professionnel de gré à gré 25 000 et moins pour l'emplacement d'une tour de communication. M. Gagnon. Oui, attendu que la résolution numéro 423-2022, adoptée par le Conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, présentait au ministère des Ressources naturelles et des Forêts une demande d'utilisation du territoire public afin d'obtenir un bail régularisant la présence d'une tour de communication sur une partie du lot 4 742 226 permettant les communications du service de la sécurité publique ainsi que du personnel des travaux publics. Entendu que la résolution numéro 352-2024 autorisait la signature d'un bail de location d'un emplacement pour une tour de communication. Entendu que la Ville doit octroyer un mandat pour faire arpenter à ses frais le terrain loué. Entendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, avocate et consultante au greffe et aux affaires juridiques, en date du 27 janvier 2026. Je propose de mandater la firme DLT Arpenteur Géomètre pour l'arpentage d'une partie du lot 4 742 226 nécessaire à l'acquisition de l'emplacement d'une tour de communication sur le dit lot. Le coût des mandats était établi à environ 2 000 plus taxes. De plus, d'imputer un montant de 612,43 au poste budgétaire radio temps d'antenne réparation, une somme de 437
et 45 sous au poste budgétaire radio temps d'antenne réparation voirie municipale et finalement 1049,87 sous au poste budgétaire système de communication après un transfert du même montant de l'excédent de fonctionnement non affecté. Finalement, d'autoriser Mme Mélanie Côté, assistante greffière, à signer les documents en lien avec ce mandat. Procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 4.20. Octroi d'un contrat de gré à gré pour le renouvellement du contrat de service avec IT Cloud Solutions. Monsieur Chabot. Alors, entendu qu'il y a lieu de renouveler le contrat pour les services d'IT Cloud Solutions, sauvegarde des données antivirus, licence Office 365 et quelques autres logiciels pour une période d'un an en fonction des dates de renouvellement des différents produits en 2026. Attendu que le projet de cybersécurité en cours de réalisation avec la firme Logicil exigera l'ajout de nouveaux abonnements ou la mise à niveau de certaines licences. Attendu que ce contrat respecte les obligations de règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu que ce contrat fait partie des exceptions prévues à l'article 513.3 de la loi sur les cités et villes. Attendu l'estimation des dépenses préparées en collaboration avec Marilix Informatique enregistrée. Attendu le rapport de Mme Julie Toutier, trésorière et directrice générale adjointe en date du 13 février 2026, je propose d'autoriser le renouvellement de contrat pour les services d'IT Cloud Solutions, sauvegarde des données, antivirus, licence Office 365 et quelques autres logiciels, pour une période d'un an en fonction des dates de renouvellement des différents produits en 2026, ainsi que l'ajout de nouveaux abonnements ou la mise à niveau de certaines licences qui seront rendues nécessaires par le projet de cybersécurité, tel que décrit au tableau d'estimation des dépenses joint au présent rapport. Le coût estimé de ce contrat est de 89 728,43 plus taxes. De plus, d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire ayant le code d'objet 414. Et finalement, d'autoriser Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, à faire le suivi de ce contrat. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. Et District 4, M. Milo. Oui. C'est approuvé. 4.21. Autorisation de signature d'une entente de confidentialité. M. Gadouri. Attendu que le gouvernement du Canada souhaite réaliser un réseau de trains de passagers à grande vitesse dans le corridor situé entre la Ville de Québec et celle de Toronto à l'aide de voies électrifiées et dédiées qui desserviront les villes de Québec, Trois-Rivières, Laval, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto, ci-après désigné train à grande vitesse. Attendu que VIA TGF a reçu le mandat de développer et de mettre en œuvre le train à grande vitesse, incluant sa conception, sa construction, son financement, ainsi que son exploitation et entretien futur par l'entremise d'une ou plusieurs ententes avec le secteur privé, en collaboration avec le ministre des Transports du Canada. Attendu que dans le but de favoriser la planification, l'avancement et la mise en œuvre du train à grande vitesse, VIA TGF et la Ville, si après désigner les parties, ont entamé des discussions et d'autres activités de collaboration et qu'elles souhaitent poursuivre. Attendu que les échanges entre les parties nécessiteront le partage de renseignements confidentiels. Attendu que le ministre des Transports et de la Mobilité durable a été désigné par le gouvernement du Québec comme représentant principal de ce dernier dans le cadre du train à grande vitesse. Attendu qu'une entente de confidentialité tripartite visant à favoriser la collaboration et l'échange de renseignements confidentiels concernant la planification, la réalisation et la mise en œuvre du train à grande vitesse a été conclue entre VIA TGF, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Attendu qu'une structure de travail est prévue entre VIA TGF et le gouvernement du Québec, afin de favoriser leur collaboration pour la planification, la réalisation et la mise en œuvre du train à grande vitesse, notamment quant aux décisions portant sur les volets qui concernent le gouvernement du Québec. Attendu que les discussions entre VIA TGF et la Ville doivent s'inscrire dans le cadre de cette structure de travail. Attendu le rapport de M. Martin Caro, directeur général, en date du 9 février 2026, je propose d'autoriser M. Martin Caro, directeur général, et M. Mathieu Roberge, maire, à signer l'entente de confidentialité.
et également de mettre en place les mesures appropriées afin de respecter cette entente. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 4.22. Adoption d'une résolution en relation avec la restriction de la navigation sur le lac Saint-Joseph. M. Chabot. Merci. Rendu que les villes de Fossambeau sur le lac Saint-Joseph et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier désirent faire une demande de restriction à la navigation auprès de Transport Canada dans le cadre du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments RVUB en vertu de la loi 2001 sur les marines marchandes du Canada, LMMC 2001, pour protéger la santé du lac Saint-Joseph tout en conservant les activités nautiques pratiquées par les usagers du lac. Attendu que, pour ce faire, le processus de Transport Canada prévoit plusieurs étapes qui ont toutes été réalisées par les 3 villes. Attendu que les justifications du dites restrictions ont pour objectif ultime la protection de la santé du lac Saint-Joseph pour la génération future. Attendu que ces justifications sont basées sur des données scientifiques expliquées lors d'une consultation préliminaire du 15 juillet 2025 et disponibles sur le site de la Ville. Attendu que des consultations en personne et en ligne ont lieu et que les résultats sont positifs à hauteur de 80 % pour presque toutes les restrictions, comme en fait foi le rapport de consultation. Attendu que, pour faire suite au dépôt de la demande de restriction par résolution du 27 novembre 2025, Transport Canada a envoyé une série de 67 questions pour compléter le dossier de demande. Attendu que les 3 villes ont déposé les réponses à ces 67 questions, ainsi que les pièces jointes. Attendu que les 3 villes réitèrent leur demande de restriction telle que détaillée ci-dessous. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général en date du 17 février 2026. Alors, je propose une abrogation, alors que les villes de Fossambeau sur le lac, mais lac Saint-Joseph et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, demandent à Transport Canada d'abroger les annexes et articles cités dans le tableau suivant. Lac Saint-Joseph, administration locale ville. Fossambeau-sur-le-Lac de 22010, Lac Saint-Joseph 22015, MRC, la Jacques-Cartier 220, région administrative, capitale nationale 03, non local, Lac Saint-Joseph, position RVUB, 46. Monsieur Chabot, c'est peut-être pas nécessaire de lire toute l'annexe. En fait, c'est l'annexe du règlement qui est reproduit. Parfait. Donc, vous pouvez passer le tableau, là, on va le présenter à l'écran, là, mais c'est pas nécessaire de lire. Fait que je m'en vais direct à la fin. Vous allez en avoir pour toute la soirée. Oui, c'est ça. C'est ce que je me disais. Super. Alors, OK. Alors, à la fin, c'est restrictions demandées. Bon, que les villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac Saint-Joseph et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier demandent à Transport Canada d'accepter les restrictions demandées dans le cadre du RVUB, telles que décrites dans les tableaux produits en annexe de cette résolution. Désignation de la patrouille nautique, que les villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac Saint-Joseph et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier demandent au Bureau de la sécurité nautique de désigner, former en 2026 les constables spéciaux de la patrouille nautique SRS, sauvetage nautique, pour faire appliquer les restrictions sur le lac Saint-Joseph, de citer les villes dans cette démarche de désignation pour qu'elles soient conformes aux exigences de Transport Canada, que les villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac Saint-Joseph et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'engagent à cet effet à défrayer les coûts encourus par l'entreprise retenue comme patrouille nautique concernant la formation par le Bureau de la sécurité nautique et, par la suite, pour la mise en application de la restriction, et ce, à chaque année où elle sera en vigueur. Engagement des villes, que les villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac Saint-Joseph et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'engagent conjointement et solidairement à faire connaître les restrictions aux usagers du lac, produire, afficher et entretenir la signalisation à cet effet, faire appliquer les restrictions une fois que le personnel aura été désigné et formé par le Bureau de la sécurité publique, nautique plutôt, assurer tous les coûts relatifs à l'application et la mise en œuvre de ces restrictions. Alors, prolongation du délai, que les villes de Fossambeau-sur-le-Lac, Lac Saint-Joseph et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier demandent formellement à Transport Canada de considérer que les villes ont agi diligement pour produire les demandes malgré la campagne électorale dont les délais légaux ont rendu impossible le dépôt de la demande du 15 novembre 2025, d'accorder une prolongation de l'échéance en raison de la dite campagne électorale. L'objectif était de rendre les restrictions applicables à l'été 2026. Et de plus, d'accepter la résolution en relation avec les restrictions
de la navigation sur le lac Saint-Joseph. On passe au vote. District 4, M. Milo. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. C'est approuvé. 4.23. Demande d'autorisation de délivrer des constats d'infraction au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales sur le lac Saint-Joseph. M. Chabot. Alors, entendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier tient à assurer la sécurité sur le lac Saint-Joseph pour les saisons estivales 2026, attendu l'entente intervenue avec la Ville de Lac-Saint-Joseph et Fossambeau sur le lac pour la surveillance du lac Saint-Joseph, attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier souhaite appliquer la réglementation associée à la loi 2001 sur la marine marchande du Canada, LMMC 2001, à savoir la partie 10 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, règlement sur les petits bâtiments, règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcation de plaisance, règlement sur la restriction visant l'utilisation des bâtiments, attendu que la Ville de Sainte-Catherine de Jacques-Cartier requiert que les patrouilleurs engagés agissent à titre de patrouilleurs nautiques et soient désignés agents de l'autorité conformément au paragraphe 1 de l'article 196 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et soient autorisés à délivrer des constats d'infraction au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales. Entendu que l'entreprise SRS Sauvetage Nautique Incorporée a été désignée pour agir à titre de patrouilleur nautique sur le lac Saint-Joseph pour la saison estivale 2026 et qu'elle est responsable de l'embauche et de la formation de ses employés. Attendu le rapport de Mme Mélanie Côté, assistante greffière en date du 17 février 2026, je propose que le Conseil confirme sa volonté de faire une demande au directeur des poursuites criminelles et pénales afin d'autoriser les patrouilleurs nautiques de l'entreprise SRS Sauvetage Nautique Incorporée à délivrer des constats d'infraction au nom de celui-ci aux fins d'application de la loi et des règlements énumérés ci-dessus pour la saison estivale 2026. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. C'est approuvé. 4.24. Transport Canada. Projet visant à assouplir les restrictions sur les vols touristiques autour de Québec. M. Chabot. Souhaite modifier le règlement de l'aviation canadien, RAC, visant à abroger les restrictions interdisant les vols touristiques dans la zone de contrôle de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, sauf si ces vols débutent à cet aéroport. Entendu que cette restriction s'applique au territoire situé dans un rayon de 13 km à partir de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, avec un prolongement jusqu'à 18 km dans la région de Lévis, englobant, ainsi la majorité des noyaux urbains de la région de Québec. Entendu que cette restriction, en vigueur depuis 1998, avait été instaurée dans le but de prévenir les vols fréquents à basse altitude effectués à des fins touristiques au-dessus de la zone bâtie à l'intérieur de la zone de contrôle de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec et de mettre fin aux vols touristiques commerciaux d'avions de passagers à partir ou à destination du lac Saint-Augustin, ainsi que pour éviter que tous les transporteurs ne relocalisent ce type de vol à un autre lac situé à proximité afin de recommencer l'offre de vol touristique. Attendu que cette restriction faisait suite à la réception de nombreuses plaintes citoyennes ayant débuté à des fins des années 1960 et s'étant accrue au courant des années 1992 à 1997, ainsi que des efforts soutenus déployés pendant plusieurs années par les municipalités régionales du comté, la communauté urbaine de Québec et de nombreux députés fédéraux. Attendu que les plaintes citoyennes visaient à dénoncer le bruit des hydravions circulant au-dessus de plusieurs villes de la région de Québec. Attendu qu'en juillet 1996, 25 maires de la région de Québec s'étaient mobilisés et avaient consigné une lettre envoyée au ministre des Transports du Canada afin de dénoncer les impacts importants de cette activité sur la qualité de vie des citoyens et avaient même demandé le retrait du certificat d'hydroaérodrome du lac Saint-Augustin. Attendu qu'à la suite de plaintes citoyennes récurrentes et aux démarches entreprises par l'ensemble des maires de la région de Québec, Transport Canada avait entrepris une révision en profondeur de sa position dans ce dossier et que le résultat s'était traduit par l'adoption de cette restriction demandée depuis plusieurs années par la population.
Entendu que Transport Canada avait reconnu à l'époque que sa décision prenait en compte l'intérêt du public dans le domaine de la gestion du bruit des aéronefs, attendu qu'aujourd'hui, Transport Canada envisage d'abroger cette restriction longtemps réclamée par les citoyens de la région de Québec afin notamment d'autoriser à nouveau les vols touristiques au départ de l'hydroaérodrome de Lac-Saint-Augustin, attendu qu'une levée de l'interdiction entraînait une augmentation de bruit aérien, des nuisances et de l'achalandage touristique, ce qui porterait une atteinte sérieuse et préjudiciable à la qualité de vie des citoyens, attendu que le lac Saint-Augustin est un espace privilégié pour les activités en plein air en toute saison et qui constitue un élément essentiel du tissu écologique et social de la ville de Saint-Augustin-les-Desmaures et de la région. Attendu que le lac Saint-Augustin fait face à des défis environnementaux majeurs, vu son état avancé d'eutrophisation, entraînant notamment plusieurs épisodes d'algues bleues, verts, cyanobactéries chaque année. Entendu que la levée de l'interdiction entraînerait plusieurs impacts environnementaux, dont notamment une forte augmentation de nombre de décollages et d'amérissage d'hydravions sur le lac Saint-Augustin, produisant plus de vagues et ayant comme impact de remettre en suspension dans l'eau les sédiments déposés dans le fond du lac, de libérer davantage les phosphores dans la colonne d'eau et de stimuler la croissance d'algues bleues-verts cyanobactéries. Attendu que le lac Saint-Augustin présente déjà un état environnemental fragile et que l'augmentation des activités aériennes compromettrait les efforts de protection, de restauration et de mise en valeur du plan d'eau, attendu que le lac Saint-Augustin est reconnu au schéma d'aménagement et de développement révisé de l'agglomération de Québec comme un territoire écologique, soit un milieu naturel, et en conséquence, il se doit d'être protégé. Alors, je propose que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier s'oppose à la modification réglementaire proposée par Transport Canada visant à abroger l'article 105.01 du règlement de l'aviation canadien tel que présenté et qui permettrait la reprise des vols touristiques de l'hydroaérodrome du lac Saint-Augustin. Et en plus, que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier demande le maintien de l'interdiction de vols touristiques à l'aérodrome du lac Saint-Augustin pour les raisons ci-dessous mentionnées. Et finalement, qu'une copie de la présente résolution soit transmise à l'honorable Stephen McKinnon, député de Gatineau, ministre des Transports du Canada et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Joël Lacbon, député du Louis-Hébert, ministre de la Transformation du gouvernement et des Travaux publics, et de l'approvisionnement et le lieutenant du Québec à la Chambre des communes. M. Steve Palisek, directeur par intérim, Affaires réglementaires, Aviation civile chez Transport Canada, et M. Joël Godin, député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, et Mme Geneviève Guilbeault, députée provinciale de Louis-Hébert, ainsi qu'aux organismes suivants: l'organisme des bassins versants, OBE, de la capitale, le Conseil de bassin du lac Saint-Augustin, CBLSA, et Union des municipalités du Québec, UMQ, et la Commission consultative pour la qualité de l'air et l'agglomération de Québec et de la Communauté métropolitaine de Québec, CMQ Québec. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. C'est adopté. 4.25. Dépôt de la liste des engagements financiers. M. Carreau. Je dépose la liste des engagements financiers préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 27 février 2026, laquelle comprend 332 commandes au montant de 1 789 854,77. 4.26. Dépôt de la liste des chèques et dépôts. M. Carreau. Je dépose la liste des chèques et dépôts préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière et directrice générale adjointe, pour la période se terminant le 28 février 2026, laquelle totalise la somme de 2 192 115,98. 5. Aménagement, urbanisme et développement. 5.2. Demande de dérogation mineure, 2 rue du Garbin. M. Bérubé, explication. Oui, la dérogation mineure est pour la propriété du 2 rue du Garbin.
Elle vise à autoriser la conversion d'un abri d'auto attenant au garage privé attenant qui se situe à 1,67 m de la ligne latérale du lot, alors que l'article 72123 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule que les garages privés attenants doivent respecter la marge latérale minimale qui est de 2 mètres dans cette zone. Le comité consultatif recommande d'accepter cette demande. Merci. Est-ce qu'on a des questions pour la consultation publique? Non, merci. On passe à la résolution. On passe à la lecture de la résolution. Monsieur Gadouri. Attendu la demande de dérogation mineure et les documents d'appui déposés pour la propriété sise aux 2 rue du Garbin visant à autoriser la conversion de l'abri d'auto attenant en garage privé attenant. Attendu que l'article 7.2.1.2.3 du règlement de zonage numéro 1259-2014 stipule toutefois que les garages privés attenants doivent respecter la marge latérale minimale qui, dans la zone 53H, est de 2 mètres. Attendu que l'abri d'auto existant a fait l'objet d'une dérogation mineure par le biais de la résolution numéro 587-2019 et se situe à 1,67 m. Attendu le rapport du 6 février 2026 de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, au comité consultatif d'urbanisme, ainsi que leurs recommandations dans l'extrait CC-13-2026. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, puisque ceux-ci l'attestent dans une communication écrite. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. Attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. Attendu que la demande est faite de bonne foi et que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur, car il ne peut autrement convertir son abri d'auto en garage privé. Attendu que la demande porte sur 0,33 m, ce qui, dans le contexte, est jugé comme étant mineur. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 11 février 2026. Attendu que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la dérogation mineure concernant la conversion de l'abri d'auto en garage privé attenant sur la propriété sise aux 2 rue Garbin. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 5.3. Demande de dérogation mineure, lot 6 621 589, avenue des Catherines, M. Gadouri. Oh, excusez-moi, je me trompe, c'est M. Bérubé. Alors, cette demande de dérogation mineure, c'est pour le prolongement de l'avenue des Catherines. Il s'agit d'autoriser le lotissement d'un lot d'angle qui aurait une largeur de 27,20 mètres, alors que l'article 414 du règlement de lotissement numéro 1260-2014 prévoit dans la zone 75H une largeur de 30 mètres pour les lots d'angle. Le CCU recommande l'acceptation de la demande. Parfait, on passe à la consultation. Est-ce qu'on a des questions pour l'avis public? Non, on va passer à la lecture de la résolution. M. Gadouri. Attendu la demande de dérogation mineure et les documents déposés par le requérant pour le lot 6 621 589 situé sur l'avenue des Catherines, visant à autoriser le lotissement d'un lot d'angle qui aurait une largeur de 27,20 mètres. Attendu que l'article 4.1.4 du règlement de lotissement 1260-2014 prévoit, dans la zone 75H, une largeur de 30 mètres pour les lots d'angle. Attendu le rapport du 2 février 2026 de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, auprès du comité consultatif d'urbanisme ainsi que leurs recommandations dans l'extrait CC-10-2026. Attendu que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété puisque les lots voisins ont des dimensions similaires. Attendu que la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement et au bien-être général puisque le triangle de visibilité est respecté. Attendu que l'application du règlement a pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs,
puisque le refus de la demande modifie l'ensemble du projet du prolongement de l'avenue des Catherines, attendu que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés et que la demande est faite de bonne foi, attendu que la demande porte sur 2,80 mètres, ce qui, dans le contexte, est jugé comme étant mineur, attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 11 février 2026, et que le Conseil a entendu les personnes qui désiraient s'exprimer sur la demande, je propose d'accorder la dérogation mineure concernant le lotissement du lot d'angle 6 621 589 d'une largeur de 27,20 mètres. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 5.4. Approbation de la subdivision d'une parcelle de terrain site patrimonial du manoir Juchereau du Chêné. M. Ouellet-Rousseau. Attendu qu'en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, la Ville a procédé à la création du Conseil local du patrimoine. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, par la voie du règlement numéro 1266-2014, a procédé à la citation du site patrimonial du manoir seigneurial Juchereau du Chêné sur la recommandation du Conseil local du patrimoine. Attendu que, selon le règlement, toute personne doit se conformer aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales du site auxquelles le Conseil peut l'assujettir et qui s'ajoute à la réglementation municipale et que cette personne ne peut, sans l'autorisation du Conseil, 1. Démolir toute ou partie d'une construction située à l'intérieur du site patrimonial ou l'utiliser comme adossement à une construction. 2. Diviser, subdiviser, rediviser ou morceler un terrain faisant partie du site patrimonial. Attendu que les travaux exécutés à l'intérieur du périmètre du site patrimonial cité par le règlement ne peuvent avoir pour effet d'altérer les éléments sur lesquels est fondé son intérêt patrimonial, architectural, archéologique, historique ou paysager. Attendu que le Conseil local du patrimoine a procédé à l'étude de la demande lors d'une consultation et que les membres ont statué sur le fait que l'acquisition prévue par le ministère des Transports et la Mobilité durable respecte les objectifs et les critères d'analyse énoncés dans le règlement de citation, puisque le projet n'affecte pas l'intégrité des éléments caractéristiques qui traduisent la valeur patrimoniale du site. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 16 avril 2026. Je propose d'approuver la subdivision d'une parcelle du lot 6 141 355 telle que présentée dans le cadre du réaménagement du pont de la rivière Ontariti sur le site patrimonial du manoir seigneurial Juchereau du Chêné. On passe au vote. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 5.5. Appui de la Ville pour le rapport du dépôt au volet 2 et 3 du programme Oasis. M. Gadouri. Attendu que les événements de vagues de chaleur et de pluies torrentielles sont des phénomènes météorologiques de plus en plus fréquents en raison des changements climatiques, attendu que le programme Oasis, mis en place par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, vise à soutenir les municipalités dans l'adaptation au changement climatique par la mise en œuvre de projets de verdissement qui permettront de réduire les impacts des vagues de chaleur et des pluies torrentielles. Attendu que le programme Oasis comprend 3 volets, soit le volet 1, soutien des organismes municipaux et les communautés autochtones dans la planification de projets de verdissement. Cela inclut l'analyse des risques liés à la chaleur et aux pluies abondantes, l'identification de solutions d'adaptation par le verdissement, l'analyse des coûts-bénéfices et de la résilience des infrastructures vertes ciblées ainsi que des activités de concertation. Le volet 2 soutient la mise en place d'infrastructures vertes permettant de prévenir et de réduire les impacts des vagues de chaleur et des précipitations intenses sur tout le territoire. Pour être sélectionné, un projet doit se baser sur une analyse de risque et prioriser les emplacements selon la vulnérabilité de la population et des infrastructures. Le volet 3 soutient l'entretien des infrastructures vertes financées au volet 2. Cela inclut l'élaboration et l'adoption d'une stratégie de pérennisation et des infrastructures vertes. Attendu que la Ville de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier a obtenu une subvention d'un montant de 66 810 $ dans le cadre du volet 1 du programme Oasis,
visant à réaliser une analyse de vulnérabilité du territoire et d'ainsi élaborer un plan directeur de verdissement municipal en contexte d'adaptation au changement climatique. Attendu que le dépôt de la demande pour le volet 1 a été affecté le 13 février 2025 et que le soutien financier de la part du MEL-CCFP a été accordé seulement le 3 décembre 2025. Attendu que le dépôt d'une demande au volet 2 du programme OASIS est conditionnel à la réalisation de l'analyse de vulnérabilité prévue au volet 1, qui est en cours de réalisation. Attendu que la date limite pour déposer une demande au volet 2 et 3 est le 31 mars 2026. Attendu que, pour le moment, très peu de municipalités ont pu se prévaloir du soutien financier prévu au volet 2 et qu'étant donné le processus d'approbation des différents volets, aucune municipalité n'a pu déposer une demande de soutien financier pour le volet 3, pourtant essentiel pour la pérennisation des infrastructures vertes. Attendu que la mise en place d'infrastructures permettant de prévenir et de réduire les impacts des vagues de chaleur et des précipitations intenses sur les territoires permettrait à la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et à sa population d'être plus résiliente face aux enjeux des changements climatiques. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe en l'urbanisme, en date du 10 février 2026, je propose de solliciter un report de la date maximale de dépôt pour une demande de soutien financier au volet 2 et 3 du programme OASIS auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Excusez-moi, on passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 5.6. Report de fin de travaux. Addenda au protocole d'entente signé avec Groupe Castella 2 Inc. M. Gadouri. Attendu l'entente relative à des travaux municipaux en date du 15 juillet 2025 avec le groupe Constella 2 Inc., attendu que cette entente prévoit le prolongement de l'avenue des Catherines jusqu'à la limite de l'actuel lot 6 621 589, attendu que l'article 6.7 prévoit la fin des travaux avant le 30 juin 2026 et que les engagements de nature environnementale, attendu que les travaux ne pourront débuter au moment prévu, entraînant nécessairement un report de la date de fin des travaux, attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 11 février 2026, je propose d'amender l'article 6.7 de l'entente conclue avec Groupe Castella 2 Inc. afin de repousser la date de fin de travaux au 31 octobre 2026. Également d'autoriser M. Mathieu Roberge, maire, et M. Martin Carreau, directeur général, à signer le dit addenda à l'entente intervenue avec Groupe Castella 2 Inc. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 5.7. Amendement de la résolution, numéro 344-2024, garantie financière pour la phase 1B du projet Le Seine 4. M. Gadouri. Attendu la résolution numéro 344-2024 adoptée à la séance du 12 août 2024 concernant l'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale pour le projet de multilogement Le Seine 4. Attendu qu'en vertu de l'article 145.20 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil municipal avait exigé le dépôt d'une garantie financière au montant de 35 000 $ comme condition d'approbation des plans afin de s'assurer que l'aménagement paysager de la phase 1A serait réalisé comme prévu au plan. Attendu que la résolution submentionnée prévoit qu'un addenda à celle-ci doit être adopté afin de revoir le montant de la garantie financière avant l'émission du premier permis de construction pour chacune des phases subséquentes, 1B, 2 et 3. Attendu que l'émission du premier permis de construction pour la phase 1B devrait avoir lieu au printemps 2026. Attendu qu'il est donc nécessaire d'amender la résolution numéro 344-2024 afin de revoir le montant de la garantie financière pour la phase 1B. Attendu que la valeur des travaux à faire pour l'aménagement de la phase 1B s'élève à environ 35 000 $. Attendu le rapport de Mme Rosalie Laroche, directrice adjointe à l'urbanisme, en date du 10 février 2026. Je propose d'amender la résolution numéro 344-2024 en remplaçant les deux derniers alinéas par les alinéas suivants. Il est également résolu d'exiger le dépôt d'une garantie financière au montant de 35 000 $ afin de couvrir les frais d'aménagement du terrain pour chacune des phases 1A et 1B
tel que présenté sur le plan de plantation dessiné par M. Marcel Marin en date du 29 juin 2024. Il est finalement résolu de revoir le montant de la garantie financière par résolution avant l'émission du premier permis de construction de la phase 2. On passe au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milot. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 5.8. Avis de motion concernant un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 visant à déplacer les limites des zones 115H et 145H et d'en préciser les usages et les normes. M. Gadouri. On avait convenu en caucus que ce serait M. Milot qui ferait ces deux points-là. Non, la 5.9 seulement. Non, les deux. Ouais. Allons-y avec M. Milot. Donc, il est par la présente... Il est donc par la présente donné avis de motion par David Milot qu'il sera adopté à une séance ultérieure un règlement modifiant le règlement de ce zonage numéro 1259-2014 visant à déplacer les limites des zones 115H et 145H et d'en préciser les usages et les normes. La modification des limites des zones 115H et 145H vise à permettre la construction des résidences unifamiliales jumelées dans la phase 3 du développement résidentiel boisé Natura comme prévu à l'entente. Merci. 5.9. Adoption de l'avant-projet de règlement numéro APR-423-2026 modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014 visant à déplacer les limites des zones 115H et 145H et d'en préciser les usages et les normes. M. Milot. Oui, merci. Attendu que la Ville a signé une entente de développement résidentiel pour le projet de construction boisée Natura en 3 phases, attendu que la troisième phase du projet prévoit la construction de 10 terrains pour des résidences unifamiliales jumelées, attendu que ce type de résidence n'est pas autorisé dans la zone 115H désignée pour la phase 3 du projet, attendu qu'il serait préférable d'inclure la totalité du projet boisé Natura en zone 115H et d'y prévoir la possibilité de construire des résidences unifamiliales jumelées, attendu que cette modification limiterait la disparité entre les différentes habitations du projet de développement, attendu que le quartier boisé Natura sera entièrement situé dans la zone 115H, attendu que ce changement permettra l'émission du permis de lotissement, attendu la recommandation du service de l'urbanisme, je propose que le Conseil adopte le premier projet de règlement numéro APR 423-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 1259-2014, visant à déplacer les limites des zones 115H et 145H et d'en préciser les usages et les normes. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui, et d'autres détails seront examinés pour la suite du projet. Merci. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, District 6, M. Chabot. Oui. Merci, c'est adopté. 6. Hygiène du milieu. 6.1. Dépôt du rapport annuel 2024 sur la gestion de l'eau potable. Je dépose aux membres du Conseil le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2024 que j'ai préparé. Ce rapport a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci. 7. Parcs et bâtiments. 7.1. Autorisation de paiement numéro 6. Réaménagement intérieur du garage municipal. M. Ouellet-Rousseau. Attendu l'avancement des travaux de réaménagement intérieur du garage municipal, attendu l'avenant numéro 1 comprenant les directives de changement A-DC-02, A-DC-03, A-DC-04, A-DC-05, A-DC-06 et SYM-007 qui ont été nécessaires au chantier du réaménagement du garage municipal d'une somme de 23 290,83 $. Attendu la recommandation de paiement de la firme Merox en date du 4 février 2026. Attendu le rapport de M. Simon Monveller, chargé de projet en date du 11 février 2026. Je propose d'autoriser l'avenant numéro 1 des directives de changement A-DC-02, A-DC-03, A-DC-04, A-DC-05, A-DC-06 et SYM-007 qui ont été nécessaires au chantier du réaménagement intérieur du garage municipal d'une somme de 23 290,83 $.
Également, d'autoriser le paiement numéro 6 à Groupe Simaco Incorporé d'une somme de 34 604,81 $. Ce montant tient compte des travaux exécutés au 31 janvier 2026, d'une retenue contractuelle de 10 % et de l'ajout des taxes brutes. Également, d'autoriser l'émission du chèque à l'entrepreneur en échange des quittances partielles des fournisseurs et sous-traitants ayant dénoncé leur contrat relativement au paiement numéro 5. Et finalement, d'imputer le montant du paiement numéro 6 au sous-projet 01 du projet 2024-1658 et la retenue contractuelle de 10 % au poste budgétaire retenue contractuelle. On procède au vote. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 7.2. Octroi d'un mandat, pour service professionnel pour l'inventaire des plantes exotiques envahissantes sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. M. Ouellet-Rousseau. Attendu que le conseil municipal a adopté le règlement numéro 1434-2018 concernant la gestion contractuelle comme prévu dans la loi sur les cités et villes et que celui-ci permet l'octroi de contrats de gré à gré lorsque la dépense est de plus de 25 000 $, mais inférieur au seuil obligeant un appel d'offres public qui est de 139 000 $. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu qu'il est nécessaire de mandater des experts afin d'effectuer un inventaire des plantes exotiques envahissantes les plus préoccupantes sur les territoires, et localiser et réaliser une priorisation des colonies qui devraient être traitées afin de limiter leur propagation. Attendu la proposition transmise par M. Michael Leblanc, le directeur général de la Corporation du bassin versant de la Jacques-Cartier, en date du 17 septembre 2025. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 10 février 2026. Je propose que ce conseil mandate la CBJC pour la réalisation d'un inventaire des plantes exotiques envahissantes sur le territoire de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, selon l'option 2, soit la réalisation de l'inventaire sur une période de 2 ans pour une somme de 46 645 $ plus taxes, soit 21 555 $ plus taxes pour l'année 2026 et 25 090 $ plus taxes pour l'année 2027. Finalement, d'imputer la dépense au poste budgétaire éradiction des plantes envahissantes pour les années 2026 et 2027. Excusez-moi. On procède au vote. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. Excusez-moi. 7.3. Octroi d'un contrat de gré à gré pour l'achat d'une plateforme élévatrice. M. Ouellet-Rousseau. Attendu qu'il est nécessaire de procéder à l'achat d'une plateforme élévatrice, comme recommandé par le Comité de santé et sécurité au travail. Attendu que cette acquisition a été prévue au projet numéro 31 du programme d'immobilisation 2026. Attendu que l'offre de prix de Cisolif, en date du 20 janvier 2026, est de 16 098,22 $ plus taxes. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française, ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. Martin Carreau, directeur général, en date du 11 février 2026. Je propose d'octroyer le contrat à Cisolif pour l'achat d'une plateforme élévatrice selon l'offre de prix déposée le 20 janvier 2026 d'une somme de 16 098,22 $ plus taxes. Et de plus, d'approprier le montant de la dépense de l'excédent de fonctionnement non affecté afin de créer un projet d'immobilisation. On procède au vote. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 8, santé bien-être. 8.1, on n'a aucun sujet. 9, sécurité publique. 9.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro APR-424-2026, décrétant une dépense et un emprunt de 272 000 afin d'acquérir des équipements pour le service de sécurité publique, une camionnette de remplacement du véhicule des officiers et permettre la réparation d'un camion incendie. M. Gadouri.
Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 272 000 afin d'acquérir des équipements pour le service de la sécurité publique, une camionnette de remplacement du véhicule des officiers et permettre la réparation d'un camion incendie. De plus, je dépose le projet de règlement APR 424-2026. Merci. 9.2. Prévention domiciliaire en collaboration avec le campus Notre-Dame-de-Foix. M. Gadouri. Attendu l'offre de collaboration reçue du campus Notre-Dame-de-Foix avec le service de la sécurité publique pour effectuer des visites domiciliaires en prévention incendie. Attendu que cette collaboration se ferait sous la supervision de M. Mathieu Ouellette, préventionniste au service de la sécurité publique, et M. Étienne Labonté, directeur adjoint. Attendu que les étudiants sont protégés par la loi sur les accidents du travail et qu'ils demeurent sous la responsabilité du campus Notre-Dame-de-Foix à titre d'employeur. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 28 janvier 2026, je propose d'approuver la collaboration entre le service de la sécurité publique et le campus Notre-Dame-de-Foix afin que les élèves de cette école effectuent des visites domiciliaires en prévention incendie sur le territoire des villes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambeau-sur-le-Lac et Lac-Saint-Joseph au mois de mai 2026. On procède au vote. District 1, M. Ouellette-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 9.3. Demande de remboursement. Inscription de l'équipe de hockey des pompiers de la ville au tournoi annuel de la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés. M. Gadouri. Attendu la demande de remboursement déposée par M. Vincent Côté, pompier, en date du 9 janvier 2026 pour l'inscription de pompiers à temps partiel de la ville au tournoi de hockey annuel de la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés d'une somme de 1 000 $, incluant un don de 50 $. Attendu que l'événement rassemble les communautés en un mouvement provincial visant à soutenir les survivants de brûlures graves. Attendu que les hockeyeurs de cette équipe travaillent comme pompiers à la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Attendu que M. Vincent Côté a acquitté le montant de l'inscription pour le tournoi qui aura lieu du 23 au 26 avril 2026. Attendu le rapport de M. Étienne Labonté, directeur adjoint du service de la sécurité publique en date du 29 janvier 2026. Je propose d'autoriser le remboursement d'une somme de 1 000 $ à M. Vincent Côté, représentant les frais d'inscription au tournoi de hockey annuel, ainsi qu'un don de 50 $ à la Fondation des pompiers du Québec pour les Grands Brûlés. Également résolu d'imputer le montant de la dépense au poste budgétaire activités sociales caritatives. On procède au vote. District 1, M. Ouellette-Rousseau. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 10. Sport, loisirs, culture et vie communautaire. 10.1. Adoption d'une politique famille aînée 2026 jusqu'à 2030. M. Milo. Merci. Attendu que la Ville a bénéficié d'une subvention gouvernementale liée à la politique famille aînée, attendu que la politique famille aînée a été élaborée par le service Sport, loisirs, culture et vie communautaire en collaboration avec un comité et un consultant, attendu qu'un consultant externe a été embauché par la résolution 028-2025 lors de la séance du 13 janvier et qu'un comité de travail a été nommé par les résolutions 104-2025 et 150-2025, attendu que la politique répond aux besoins exprimés par les citoyens lors de consultations publiques, attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service Sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 17 février 2026, je propose d'adopter la politique famille aînée telle que présentée conformément aux exigences liées à la subvention et de nommer Mme Geneviève Lalande, coordonnatrice Sport, loisirs, culture et vie communautaire, comme responsable du suivi et de la mise en œuvre de la politique pour la période de 5 ans. On procède au vote. District 1, M. Ouellette-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 10.2. Autorisation de signature, centre de location Yogi Nomade. M. Ouellette-Rousseau.
Attendu que Mme Andréane Rochette, de la compagnie Yogi Nomade, souhaite renouveler son contrat de location d'un bâtiment et d'un emplacement dans le parc du Grain-Rond dans le but d'offrir un service de location de planches à pagaie pour l'été 2026. Attendu que cette activité rencontre un vif succès et que depuis le début de l'expérience, il se déroule à la satisfaction du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Attendu que la propriétaire de la compagnie Yogi Nomade respecte les conditions émises au contrat. Attendu que ce contrat respecte les obligations du règlement de gestion contractuelle de la Ville et celles de la Charte de la langue française ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 23 janvier 2026. Je propose d'autoriser le directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire à signer un contrat de location d'un bâtiment et d'un emplacement dans le parc du Grain-Rond avec la compagnie Yogi Nomade afin de fournir un service de formation et de location de planches à pagaie à l'été 2026. Également que le service sport, loisirs, culture et vie communautaire s'assure de recevoir et de conserver tous les documents demandés au contrat. On procède au vote. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. Approuvé. 10.3. Autorisation de signature, contrat de location avec Bénéplus pour la réalisation de la 12e édition du triathlon de Duchesnay. M. Ouellet-Rousseau. Attendu l'organisation de la 12e édition du triathlon du Chêné prévue le 1er août 2026, attendu que la Ville désire promouvoir l'activité physique auprès de ses citoyens, attendu que la Ville souhaite que cette activité se déroule dans un environnement agréable et sécuritaire, attendu que l'organisme Bénéplus offrira un rabais de 50% aux citoyens de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier désireux de participer à l'événement, ainsi que 30 inscriptions gratuites pour la nouvelle épreuve jeunesse 20 minutes classiques de la course du Grain-Rond aux citoyens de la ville de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier. Attendu que l'organisme Bénéplus respecte les obligations de la Charte de la langue française ainsi que les exigences d'intégrité de la loi sur les contrats des organismes publics. Attendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 12 février 2026. Je propose d'autoriser M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire, à signer un contrat de location avec l'organisme Bénéplus pour la réalisation de la 12e édition du triathlon du Chêné qui est prévu le 1er août 2026. Procède au vote. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 4, M. Milo. Oui. Et District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 10.4. Autorisation de dépenses, projet d'immobilisation matériel pour le soutien aux activités et aux événements. M. Milo. Merci. Attendu que dans le cadre du plan triennal d'immobilisation pour l'année 2026, le projet numéro 16 prévoit une dépense visant l'acquisition de matériel destiné au soutien des activités et des événements du service sport, loisirs, culture et vie communautaire. Attendu que ces acquisitions permettront d'assurer le bon déroulement des activités et des événements municipaux en cas de conditions météorologiques défavorables, d'améliorer la visibilité, la signalisation et l'accueil lors des événements et d'optimiser l'organisation logistique et l'efficacité opérationnelle du service. Attendu que cela favorisera l'amélioration de la qualité de l'expérience offerte aux citoyens et aux participants. Attendu que ces achats permettront à moyen et long terme de réduire les coûts liés à la location de matériel externe. Attendu que le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire en date du 12 février 2006, je propose d'autoriser les dépenses d'un projet d'immobilisation d'une somme de 20 000 plus taxes nettes pour l'acquisition de matériel en soutien des activités et événements de loisirs et d'approprier le montant de la dépense du fonds de roulement remboursable sur 5 ans. On procède au vote. District 1, M. Ouellet-Rousseau. Oui. District 2, M. Gadouri. Oui. District 3, M. Gagnon. Oui. District 6, M. Chabot. Oui. C'est approuvé. 11. Transport. 11.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro APR-425-2026 décrétant une dépense et un emprunt de 364 000 pour l'acquisition de nouveaux véhicules ou le remplacement d'unités. M. Gagnon. Oui, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, j'ai un avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure, un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 364 000 pour l'acquisition de nouveaux véhicules ou de remplacement d'unités. De plus, je dépose le règlement APR-425-2026.
Merci. 12 autres sujets, on n'a aucun point, ce qui nous amène au point numéro 13, la période des questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui. Allez au micro, présentez-vous. Bonjour tout le monde, je m'appelle François Beaumont, je suis même natif de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. J'ai bien apprécié ma vie jusqu'ici à Sainte-Catherine. Je vois passer des belles implications de la ville pour ce qui semble s'accorder avec mes valeurs. Là. Je vois qu'on tente de limiter un petit peu le nautisme sur le lac Saint-Joseph pour préserver sa nature. Sauf qu'en contrepartie, je me demande si c'était pas possible, la ville, d'essayer d'améliorer aussi l'accès pour les citoyens au plan d'eau de la ville. T'sais, on a une belle rivière, on a un beau lac, mais les accès sont quand même restreints. On vous connaissez un peu. Là, je pense que je fais partie quasiment d'une des rares générations qui, quand on était jeune, on allait au terrain de jeu à Duchesnay. À tous les jours, on allait se baigner dans le lac Saint-Joseph. Aujourd'hui, c'est rendu limité par la CEPAC. Là. Je pense qu'on a une belle ville avec plein d'opportunités. Je parle, puis pour moi, mais pour mes enfants. Là, on a bien aménagé le parc du Rinron avec des jeux d'eau pour la petite famille, mais à un certain âge, je pense qu'on a fait plein de belles affaires. Le chemin de la Liseuse, c'est une belle piste cyclable, puis tout ça. Des fois, les accès le long de la piste cyclable sont pas très nombreux non plus. Je sais pas, j'ai vu passer des trucs comme projet Oasis, je sais pas trop, c'était pour permettre peut-être de se rafraîchir l'été ou des affaires comme ça. Je sais pas si ça peut cadrer dans ce genre de projet-là. C'est des suggestions que je lance comme ça. Je sais pas si la ville a des plans pour l'avenir, pour les prochaines années, outre que de construire un aréna pour le patinage ou un préau pour il me semble l'accès à la nature, je pense que c'est quelque chose qui est au cœur de Sainte-Catherine, qui devrait être mis de l'avant davantage. Oui, merci pour votre commentaire. Puis, juste pour répondre à votre question, j'aurais peut-être besoin d'une petite précision. Vous parlez de l'accès seulement au lac Saint-Joseph ou à tous les plans d'eau, comme la rivière Jacques-Cartier? Oui, les deux. Le lac Saint-Joseph et la rivière Jacques-Cartier. Comme je disais, le chemin de la Liseuse, je comprends que c'est une belle piste cyclable. Puis, j'ai entendu des commentaires aussi que ça prendre une marche avec un chien en laisse, c'est interdit. Je comprends que la laisse puis les vélos, ça fait bon usage, mais je vois aussi le club de soccer qui s'appelle les Rapides, mais les Rapides sont de l'autre côté et on n'a pas accès. Juste prolonger un petit bout de sentier vers là pour donner accès aux gens à ce secteur-là, je pense que ça pourrait être une bonne idée un jour. Parfait. On comprend vos préoccupations, puis sachez que ça va faire partie de nos réflexions ultérieures, puis on est d'accord avec vous. D'autres questions? « 14, clôture de la séance. Monsieur Milot. Donc, je propose de clore la séance du lundi 2 mars 2026 à 20h27. On passe au vote. Monsieur Ouellet-Rousseau. Oui, bonne soirée. Monsieur Gadouri. Oui, merci. Monsieur Gagnon. Oui. Monsieur Chabot. Oui. Merci.